Le Web 3, le terme le plus fourre-tout qu'on ait connu depuis l'intelligence artificielle. À la fin de cette série de vidéos, vous saurez concrètement ce qui se cache derrière ce mot valise. Les concepts techniques, la blockchain, les NFT, les métavers. Vous êtes prêts? Allez, on décrypte. Salut la communauté OnePoint, moi c'est Vincent. Bienvenue dans TechPop, une série de vidéos où on va vulgariser, démystifier les concepts tech du moment. Alors, pour comprendre ce qu'on met dans le Web 3, il faut zoomer un petit peu et revenir aux fondamentaux. Le Web 3, c'est quoi? Le métavers, les NFT, l'identité décentralisée? Un peu tout ça, mais pas que. Parce que, fondamentalement, c'est quoi la promesse du Web 3? C'est la décentralisation. Un réseau numérique dans lequel chacun pourra se réapproprier ses données et son identité, plutôt que de le laisser aux mains d'organismes centraux. Merci les GAFAM, on pense à vous. Mais s'il n'y a plus d'autorité centrale pour valider ce qui se passe sur Internet, qui va certifier qui on prétend être, ce qui nous appartient, ce qu'on a créé? Réponse, les algorithmes. Pour garantir l'authenticité d'un produit, on peut utiliser des NFT. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Pour garantir la propriété et l'identité, on peut utiliser des wallets, de la cryptographie et donc de la blockchain. Mais alors, c'est quoi la blockchain? Alors déjà, c'est plus vraiment nouveau. Ça date de 2008, puisque ça a été créé avec le Bitcoin. L'idée initiale, c'était déjà de décentraliser et de se passer des banques pour faire des transferts d'argent. On passe plus par le réseau central bancaire, mais par un réseau public décentralisé où chacun peut participer au réseau et être acteur de la blockchain. Et en l'absence d'autorité centrale, ce sont donc les algorithmes qui vont recréer la confiance qui était originellement assurée par les banques. Ces échanges sont stockés dans des blocs. Alors, concrètement, histoire de démystifier le truc, les blocs de la blockchain, c'est juste des fichiers texte qui contiennent les informations des transactions. Par exemple, Alice qui donne un bitcoin à Bob. Une fois qu'elles sont écrites dans le bloc, ces informations, on dit qu'elles sont immuables. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais les modifier une fois qu'elles ont été écrites. Et puis dans blockchain, il y a chaîne. Car chaque bloc est rattaché au bloc précédent par un procédé mathématique. Et c'est ce chaînage de bloc à bloc qui va garantir qu'on ne peut pas les modifier ni remplacer un bloc passé. Sinon, ça casse la chaîne et ça se voit. Ensuite, une fois qu'on a écrit ces transactions dans ce bloc, on le fait valider par un acteur du réseau, qu'on appelle souvent un mineur. C'est lui qui va sceller le bloc, qui va le construire en suivant des règles très précises qui sont imposées par le protocole de la blockchain. Et ensuite, tout le monde va vérifier qu'il a bien suivi ces règles. Ces règles, c'est ce qu'on appelle le consensus. Il y en a plusieurs. Vous connaissez probablement le plus connu et le plus décrié aussi, c'est le proof of work, la preuve de travail, qui fait les gros titres car c'est à cause de cet algo de vérification que la blockchain du Bitcoin consomme autant d'électricité. Alors oui, c'est mal, mais il faut savoir que depuis on a inventé plein d'autres consensus qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins énergivores. En conclusion, tous ces algos de transaction et de vérification, personnellement je trouve ça très élégant. Et je suis pas le seul, hein. C'était tellement classe que quelques années plus tard, on s'est dit que ce serait dommage de limiter ces innovations à du simple transfert d'argent et qu'on pouvait capitaliser sur tous les atouts de la blockchain pour s'envoyer un peu tout et n'importe quoi. On allait créer les smart contracts et les NFT. Mais ça, je vous en parle dans un prochain épisode.